Vidalé, qui est l'administrateur colonial, qui lui faisait des histoires, qui voulait l'arrêter, part à Brazzaville, et au retour de M. Vidalé, la pirogue chavire sur le fleuve, et M. Vidalé trouve la mort. Alors les chrétiens de Kounzoulou Miranda sautent dans une joie en liesse. Ah, vous avez vu, oh, Papa Fandouma, c'est un Saint-Esprit. Mais voilà, c'est lui qui a tué le blanc, la pirogue du blanc s'est renversée. C'est lui. Mais c'était le Saint-Esprit. Et la vie a commencé à se dérouler. Bon, ce qui était particulier à Kounzoulou Miranda, c'est qu'il y avait une organisation de l'église, une hiérarchie. Parce que quand Fandouma meurt, Makuta, qui est du Kasaï, vient prendre la relève. Et quand Makuta veut mourir, ils avaient un jeune qu'on appelait Paul Obambi qui était dans leur sillage. Alors, un jour, Makuta qui dort, il voit quelqu'un qui apparaît en rêve, qui dit, mais Makuta, qu'est-ce que tu fais ici? Ta mission est déjà terminée, repars dans le Kasaï. Maintenant, toi, apporte la bonne nouvelle dans le Kasaï. Et un jour, Paul Obambi, qui était le jeune, parmi eux, il s'en va à la rivière. Quand il part à la rivière, il arrive à un carrefour, il voit une vieille personne, barbu, sale, très sale. Sale, une personne qui pue avec des vêtements. Papa Okeiwab lui dit, mais je m'en vais à la rivière. Il dit, oh, toi tu n'as pas compris que c'est toi qui vas prendre la relève? Va dire à Makuta, je suis encore assis ici. Dis à Makuta de repartir dans le Kasaï, sa mission est finie ici. Quand Paul Obambi vient dire à Makuta que je viens un vieux, croulant, fatigué, sale, dans des vêtements sales, là, sur le Nanzela Angapua. Makuta dit, oh, mais Obambi, mais tu es trop jeune, tu ne comprends pas. Mais tu as vu Simon Kimbangu? Papi dit, quoi, moi? Est-ce que moi je pourrais avoir cette... Il dit, tu as vu Simon Kimbangu? C'est lui qui t'a parlé. Et Makuta fait ses bagages, il repart dans le Kasaï, il trouve la mort, et quand il trouve la mort, c'est Paul Obambi qui reste à diriger l'église. On a mis une hiérarchie à l'église. Il y avait des chefs qui étaient là, qui avaient la mission de bénir, de guérir et de soigner. Et il y avait des gens qui étaient là pour réparer la maison. Quand une maison était en délabrement, ils réparaient la maison. Et il y avait une discipline de rigueur. Personne ne pouvait se promener dans Kounzoulou avec des chaussures. C'est comme s'il y avait un lien érogène entre la plante des pieds et ce sol si sacré. Il y avait même un mur, une clôture. Alors on a créé tout un mythe parce que Kounzoulou était entouré comme ça d'une clôture là où on priait. On considérait que ceux qui étaient là, acquis à l'église de Simon Kimbangu, c'était des gens qui étaient purs, et ceux qui travaillaient chez les Blancs, la compagnie, c'était des gens qui étaient impurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ironie du sort. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ironie du sort, c'est que en vivant là, dans cette clôture, on a dit, bon, tous ceux qui sont ici sont saints. Les sorciers ne peuvent pas y rentrer, encore moins les démons et autres. Tout le monde est saint. Et quelque temps après, un enfant de Kounzoulou va se laver dans le fleuve, à côté là, dans le fleuve. Il est attrapé par un crocodile. Alors la nouvelle va dans le village, la tradition. On vérifie chez les féticheurs, on trouve que celui qui a pris l'enfant, en fait, ce n'est pas un crocodile naturel, mais c'est une métamorphose de quelqu'un qui est sorcier, qui est à l'église kimbanguiste. Et c'est là qu'on a fini par découvrir que l'église kimbanguiste avait été infiltrée dans la personne de Simoni Kimbangu. Nous allons parler de la BEMS. Le troisième point, les mouvements kimbanguistes dans le nord-ouest de l'Angola. Quatrième point, on va essayer de demander un tout petit peu, je ne suis pas un poète, que retenir? Et puis une petite conclusion. Rapidement, pour la situation de l'espace Congo, du territoire Congo, à la fin du 19e siècle. Là, il y a beaucoup à redire. Dommage, on n'a pas le terrain, on a le temps. Je voudrais seulement attirer votre attention que cet espace, il y a beaucoup d'auteurs qui se sont impliqués sur ce terrain. L'un de ces auteurs, Dieu merci, c'est celui que moi je considère comme l'ancêtre qui est vivant de l'école d'histoire du Congo. Je citais le professeur Isidore Ndayoel. Et dans son histoire, il revient sur ça, que l'espace congolais, il n'existe plus que à travers la terre, à travers les hommes. La communauté politiquement organisée, économiquement contrôlée et qui avait pris le train de l'histoire
que, je cite les hommes Congo, mais il n'existe que un ensemble de peuples, heureusement, qui se souviennent que jadis, il y avait un pouvoir centralisé et démocratique dont le siège était en Mbanza-Congo. Et dans cette confusion que Christian Messiaen synthétise, et il y a dans les actes, les papiers sortira, j'ai situé, il y a 3 grandes zones. Il y a d'abord la zone au nord, autour du fleuve Mwanza, ces fleuves que les Occidentaux ont appelé Congo, nos ancêtres l'ont appelé Mwanza, ici dans ce monde. Et c'est depuis l'actuel Gabon au nord jusqu'autour de Mpinda. Mpinda, c'était le port international avant l'arrivée des Occidentaux qui se situe maintenant dans la localité angolaise Soyo. La deuxième zone, c'est à partir de Soyo, Mpinda, le long de l'océan, jusqu'au sud de l'Angola, jusque vers Benguela, ça c'est la deuxième zone. La troisième zone, c'est la zone de l'intérieur, dont l'entrée principale est en Mbanza-Congo, et c'est cette zone-là qui va jusque dans l'ancien domaine, à l'intérieur, dans les Kwango, les anciennes provinces, Mpemba, bon, je ne dirais pas province, je dirais, pour situer dans leur contexte, les Lambu, comme les ancêtres l'appelaient, dans les Lambu de Mpemba, Mbata, et jusqu'en entrant aussi vers Luanda, jusque dans les Kwango. En fait, nous sommes déjà dans ce que les Portugais ont présenté comme domaine de Ndongo, tout cela, mais ça c'était notre débat. Qu'est-ce que nous pouvons dire? À cette époque, à travers ces 3 zones, après la fin dans certaines régions, la diminution dans certaines régions, parce que la traite de Noirs n'a jamais été abandonnée par le côté qui était dominé par les Portugais, ils l'ont continué d'une façon ou d'une autre. En fait, il y a des activités qui se sont développées, ce qu'on appelait le commerce à longue distance. Et dans tout à l'intérieur, il y a de grands marchés, et il y a une certaine circulation, mais cela ne voulait pas dire que ce sont des peuples et cette circulation profite à la peuple. Non, ils sont dans une misère totale, mais au profit des comptoirs à l'océan, il y a ces marchés et tous les produits viennent à l'intérieur. Ça, c'est l'élément le plus important. Mais un autre élément sur cet état de lieu, c'est sur le plan spirituel. À cette époque là-bas, que représentent les Bakongo ou les Nekongo ou les Akongo? Sur le plan du sacré et du religieux, c'est la confusion la plus totale. C'est-à-dire que il y a ce qu'on a appelé des synchronismes, un métissage et une confusion, comme diraient les Bakongo de Bayombe, de Kabinda, c'est le véritable bitoto, c'est un mélange. On ne sait pas quelle valeur qui vient du Congo et quelle valeur qui est en fait une réminiscence de l'ancienne mission évangélique. Et ça, il y a un livre qui rend cette situation, c'est de notre ami Widman. C'était ça le premier pas qu'on doit courir. La BEMS, dans le pays Congo. Je ne vais pas faire l'histoire de la BEMS, mais je voudrais dire que dans la présence de la mission de Baptiste de la BEMS, Baptiste missionnaire de Saint-Esti, la société missionnaire Baptiste de Londres, vient dans des circonstances qui sont là-bas, dans les textes qui sont là, quand il s'installe en 1878, il y fait le travail, et dans ce travail, il y a 3 aspects qui nous intéressent. Le premier aspect, il s'attelle d'abord à la connaissance de la langue et de la culture Congo. Ce sont des missionnaires baptistes de Londres qui ne viennent pas
avec une église, c'est ce que je voulais démontrer. En fait, l'église de la BEMS n'est pas venue de l'Europe. C'est la mission c'est le message. Mais l'église de la BEMS, donc toutes les églises en Angola, au Congo-Brazza et surtout au Congo-Kinshasa où nous sommes, toutes ces églises qui descendent dans l'ancêtre de la BEMS, l'église, la philosophie de l'église a été élaborée en Banza-Congo. La BEMS s'installe en Banza-Congo. La première des choses, c'est d'apprendre la langue et la culture. Des grandes conséquences dans cette vision. La première conséquence, c'est que l'évangile est communiqué dès la première année dans la langue du pays à évangéliser. Première connaissance, efficace. Deuxième conséquence, peu de temps après, 4 ans, 5 ans, le peuple à évangéliser a le message de la Bible dans sa langue. Les enfants vont être scolarisés dans leur langue. Et quelques années, une dizaine d'années, ce peuple a la Bible. On a beau parler ici, c'est très ce qui est important, de Simon Kimbangu, mais on n'a pas souligné le rôle de la Bible dans sa langue. Parce que Simon Kimbangu puisait sa force dans la Bible. En fait, il a africanisé, il s'est reproprié, il avait une relation fusionnelle avec la parole de Dieu qui était dans la Bible. Mais l'élément le plus important, la conséquence pour avoir connu la culture Congo, ces missionnaires ont pris le soin d'appeler la Bible Nkanda Nzambi. Ah, ça c'est très important. Je pense que nous aurons des problèmes de linguistes sont là-bas. On a du mal à traduire certains concepts, notamment les papiers. Nkanda, dans le concept Congo, c'est la peau. C'est la peau. La peau qui est là-bas et qui protège à la fois l'intérieur et qui est aussi le miroir. Nkanda muntu, Nkanda mbizi. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Mais ils ajoutent Nkanda Nzambi. Et nous sommes dans un contexte où le Dieu de Bakongo est compris comme Nzambia Mpungu Kalunga Kafiliswangu Mpakako. Dieu illimitement puissant, Nzambia Mpungu, omniprésent Kalunga. Kalungu si peut être entendu d'une autre forme. Il a toujours raison, c'est lui. Nzambi Walunga Kwanda. Nzambi Mpungu Kalunga Kafiliswangu. C'est que personne ne peut contredire Dieu. Et le peuple Mukongo qui a deux héritages à ce moment, l'héritage africain, l'héritage, même s'il est un peu profané, l'héritage de la mission catholique, c'est Dieu. Et posséder la parole de Dieu, la parole, c'est Dieu, ils peuvent opérationnaliser, concrétiser, vivre sa parole de Dieu. Et cette vision a fait que Mbanza Congo est devenu, il a repris sa vocation historique où c'est là la source. Ça c'est le premier, c'est le deuxième point. Le deuxième point, rapidement, le recrutement de transporteurs. Quand la BEM s'y vient, ils sont dans le texte, les éléments. Quand le texte vient, ils ont la situation. Leur mission, leur zone jusqu'au lac Malébo, là où nous sommes. Et à cette époque, il n'y a pas de route. Quand le matériel dont ils ont besoin pour occuper tout cet espace descend, ils vont directement en Banza-Congo. Le chemin de fer n'est pas encore là. Enfin, c'est là où on recrute les gens. Et à cette époque-là, on n'a pas le temps, le peuple qui va s'investir dans ce travail, c'est ce peuple qu'on appelle ici Bazombo. Et ce peuple là-bas qui avait déjà une expérience dans la commerce, ils s'investissent. Quand on dit les Bazombo, voyez tout le nord de l'Angola, un peu moins Kabinda. C'est tout ça, c'est les Bazombo. Ces gens là-bas, ils sont utilisés massivement pour venir. Et quand ils viennent, ils ne se taisent pas. Ils distribuent leurs valeurs et tout le monde ne rentre pas. Ce sont des hommes, il y a des enfants qui restent, il y a des liens qui restent, et ce que vous comprenez.
Troisième, et c'est là l'action plus importante, troisième élément dans la présence de la BEMS en Mbanza Congo, c'est la fondation de l'Église à 2 niveaux. D'abord, il faut avoir une idéologie, il faut l'organiser. Ensuite, il faut la répandre, il faut aller. Donc Mbanza Congo va être ce laboratoire, ce creuset dans lequel va naître la conception, l'Église va naître en Mbanza Congo. Et on doit la porter. Et on forme rapidement de premiers cadres que la littérature a repris. Nekaka, Miguel Nekaka, Lekai, Luyandi, Ndondwa Ulemvo, qui est considéré comme le premier chrétien congolais. Moi, j'ai un écrit qui fait de Ndondwa Ulemvo, et Lemvo, ce n'est pas son nom, c'est le nom de son village. Et surtout, Mantou Parkinson. C'est ça, en fait. Ce sont ces cadres-là, formés en Mbanza Congo, utilisés par des missionnaires pour créer les autres postes missionnaires, et parmi les postes missionnaires au Congo, c'est Ngombe Lutete. Et c'est là où Ndondwa Ulemvo, il s'est à démontrer, mais je le sens comme chercheur, c'est là où Ndondwa Ulemvo, Nekaka, Patrison, Mantou vont avoir des étudiants, et parmi les étudiants, Sima Okimba. J'ai terminé sur ces points-là. Le troisième point de ma communication, les mouvements kimbanguistes au nord de l'Angola. Et là-bas, il y a un premier point. J'étais très heureux de suivre les communications de mes collègues professeurs, mes professeurs aussi, parce que beaucoup notamment les professeurs Sabakinu, c'est mon professeur, Ndaïwele, je le réclame. Je ne le réclame pas, mais je l'ai dit. En fait, le mouvement kimbanguiste au nord de l'Angola. D'abord, Kimbangu est un maillon d'une grande chaîne, dont le plus connu, dans la littérature, le premier est Francisco Casola. Et c'est Francisco Casola, les études sont en cours. C'est quelqu'un qui est venu du côté de Kwango, du côté, mes amis angolais, mes compatriotes angolais savent, à partir de la cité de Wish, l'ancienne Carmona, il est venu de là, et c'est lui que la littérature donne, et il a opéré en 632. La deuxième personnalité que la littérature nous donne, Apollonia Mafuta, qui a opéré 2 ans avant Maman, je le dirais, Maman Timbadita, connu comme le nom de Kimpavita. Maman Mafuta Apollonia qui a opéré en 1704, et finalement Maman Timbadita. Ça, c'est un autre débat. Dans le papier, les éléments sont là-bas. Comme on est parti de Timbadita, je prononce bien Dita, en Timbakita, c'est un autre débat. Elle a opéré en 706. Et finalement, dans cette époque là-bas, viennent Monenga Nanzambi. Monenga Nanzambi qui a opéré en 1891. Finalement, un autre dont on parle beaucoup, c'est Kitabula. Kitabula qui a opéré en 1910. Donc, il y a eu 2 gens qui avaient toujours, comme on l'a dit ici, en fait, les conditions dans lesquelles le peuple vive, ce sont ces conditions qui veulent que les gens viennent. Et il y a un auteur, Granifère, qui démontre cette tradition prophétique qui est un mélange avec l'esprit de Ngangangom. Et parmi dans leur formation, les missionnaires baptistes, ils ont repris le rôle de Mfumu. Au nord de l'Angola, le pasteur missionnaire, on l'appelle Mfumu. Mfumu, que je ne vais pas traduire chef, mais c'est comme ça qu'on dit.
Mais le Saint-Mfumu là-bas, ce n'est pas celui qui commande. Ce n'est pas lui qui commande. C'est un Mfumu qui donne la vie. Et c'est pourquoi on appelle là où il est Mbongi. C'est bien après que le mot Mbongi va donner la place à Vula, qui est probablement la déformation du mot portugais Villa. Donc, c'est cet esprit-là d'Mfumu, parce que la vieille structure organisationnelle d'Mfumu Kanda qui donne la vie, qui protège, et l'homme qui est chez les missionnaires, il est... Bon, dommage. L'autre point, les voies par lesquelles le banguisme est arrivé au nord de l'Angola, c'est à partir des émigrés angolais qui sont venus depuis 1885 par de mouvements continuels et massifs. Et là, parmi les premières, là les études doivent se poursuivre, parmi les premiers adhérents de Kimbanguisme, il y a beaucoup d'Angolais qui vivent une double situation, étrangers et coloniale. Réaction rapidement, quand ça arrive en Angola, la première réaction sont des Portugais. Les Portugais sont en branle. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent avoir comme imagination pour intimider et voire tuer. Il y a un mois, j'étais dans ma zone d'origine où je suis né, en Tsoso. On m'a montré, là on a jeté les premiers kimbanguistes dans une rivière, en fait la rivière qui s'entoure, mais qu'on appelle chez nous Nzadikivoul. Des autres problèmes, donc cette population, ce sont eux qui amènent. Alors, quatrième, rapidement, une minute, que retenir? Ah, ça c'est plus important. Et je pense que c'est le clou de ma communication. Que retenir comme influence au nord de l'Angola? D'abord, au Congo. Les Angolais qui sont ici, par Simon Kimbangu, ne se sentent plus étrangers. Ils sont sur eux. Ils disent, il y a ici, à Koulouetu. Tambiza pa Ndiraza Kulu. Ça, c'est la terre que nos ancêtres ont laissée. Tata Simon Kimbangu vient de le dire. Ce sont les pas qui sont nouveaux, mais les pistes sont anciennes. Autre conséquence, et c'est le plus important, c'est l'espoir. Nous sommes dans le contexte de la Constitution portugaise où tout est verrouillé. Et c'est Simon Kimbangu qui donne le piste par lequel l'homme angolais reprend la confiance, l'espoir. Et non seulement c'est possible, mais Tata Simon Kimbangu a terrassé, je pèse les mots, je parle français, a terrassé l'homme blanc. Qu'est-ce qui nous reste à travers le message qu'il a donné par ses noms? Donc c'est possible. Mais pour les Angolais, la conséquence la plus importante que vous devrez retenir, pour les Bakongo de l'Angola, par la colonisation, ils ont eu un double isolement. Ils sont isolés de leurs frères congo-belges, congo-français. Ils sont isolés des autres Angolais, principalement les peuples voisins qui ont une même origine historique que le peuple Kimbundu. Et Simon Kimbangu vient donner le pont à la fois les Bakongo du nord de l'Angola avec leurs frères culturels historiques, les Bakongo du Congo belge, à la fois avec leurs compatriotes, parce que finalement, les compatriotes congolais, non angolais, sentent que le message qui vient, ce n'est pas pour les Bakongo, c'est pour nous tous. Enfin, il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup parlé, Kintouadi. Kintouadi. Au départ, l'église n'est pas connue comme kimbanguiste, on le connaît comme Kintouadi, la confiance, le plan. Et comme aboutissement de tout cela, c'est Simao Toko qui est en Angola comme le fils spirituel. Donc Simon Kimbangu va donner le relais à Simao Toko, et Simao Toko qui a aidé l'Angola à se décoloniser. Bon, allez, c'est tout ce que j'ai pu dire. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup pour cette intervention sur le kimbanguisme en Angola. On vient de m'annoncer qu'il faut qu'on finisse dans 45 minutes à peu près. Donc, je demande au prochain intervenant de venir, Monsieur Pierre Mujomba. Vous pouvez rester parce qu'il y a les chaises.
Donc, M. Pierre Mijomba vient de St. Michael College aux États-Unis. Il va nous parler des écoles kimbanguistes dans la province du Sud Kivu. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Les écoles kimbanguistes dans la province du Nord Kivu. Je vais d'abord, comme tout le monde, remercier l'église kimbanguiste, l'université kimbanguiste et le comité d'organisation de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à cette auguste assemblée aujourd'hui. Et comme le temps presse, je vais aller tout droit au but. Merci. En commençant par la correction du titre, il existe au Congo une province qui s'appelle Sud Kivu et une autre Nord Kivu. Donc, je parlerai plutôt du Nord Kivu. Notre exposé de ce jour a comme titre originel Référence au kimbanguisme dans la province du Nord Kivu, avec un paragraphe consacré à l'éducation. Pour harmoniser ce titre originel avec celui finalement retenu par les organisateurs, nous allons diviser notre exposé en deux parties. Première partie, présence